Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au design intérieur dans un habitat. Bonjour Nina. Bonjour Pascal. Alors merci à toi Nina Chardin de My Green Cocoon d'accepter notre invitation pour nous faire cette présentation. Pour commencer Nina, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, alors tout d'abord merci à toi pour ton invitation, je suis ravie d'être là pour vous parler d'intérieur durable. Pour me présenter un peu plus, en fait l'aventure commence en 2017 lorsque en fait convaincue que l'écologie doit être un mode de vie, je m'aperçois qu'en fait ma consommation en termes de décoration n'est pas vraiment alignée avec ce que je fais à côté. Donc venant d'un déclic, en fait, je commence à m'intéresser un peu à ce qui se fait en matière de décoration éco-responsable. Et l'idée me vient que pour donner envie aux gens, il faut que ce soit plus désirable et que ça donne envie. Donc ça, c'est un peu le parti pris du départ qui donne lieu en 2017 à, j'ai envie de dire, la création d'un webzine ou d'un blog. L'idée étant de montrer qu'on peut faire une décoration qui soit écologique et belle. En 2020, c'est plutôt finalement soufflé de la part des personnes qui me suivaient sur Instagram, vient l'idée en fait de créer une formation en décoration intérieure éco-responsable pour centraliser toutes les informations, passer au crible toutes les informations puisqu'il y a beaucoup de greenwashing. Et l'idée, c'est vraiment en fait de montrer qu'on peut créer un intérieur qui soit à la fois écologique et sain, sans sacrifier l'esthétique ni le budget. En 2022, je me lance moi aussi dans une rénovation pertinente, donc à La Bresse dans les Hauts-de-Vosges. L'idée étant vraiment de montrer ce qu'on peut faire et passer un peu de la théorie à la pratique. Sur la partie plutôt rénovation, je suis d'ailleurs accompagnée par Claude Lefrançois, qui me conseille et qui effectue le diagnostic de l'existant. Et il y a d'autres projets pour 2023 qui sont notamment un projet de matériothèque en ligne, de revêtement, de seconde œuvre, de mobilier de décoration éco-responsable, et d'ouvrir cet espace de formation aux particuliers, puisqu'aujourd'hui c'est vraiment dédié aux architectes et décorateurs d'intérieur. Donc merci Nina pour ces précisions, ça nous cadre bien le personnage. Je vais te laisser maintenant la parole pour la présentation de ce thème aujourd'hui consacré aux 5 piliers d'un intérieur pertinent. Alors, je vous propose de voir le sujet sous différents angles. Tout d'abord, de voir les 3 idées reçues assez courantes que j'observe sur le secteur de la décoration éco-responsable. Dans un second temps, de tenter de définir ce qu'est finalement un design d'intérieur pertinent. Et enfin, de vous montrer les 5 piliers que j'ai définis d'un intérieur pertinent. En dernier temps, je vous montrerai également quelques greenwashing assez courants que j'observe sur le secteur pour vous aider finalement à ne pas vous faire avoir lorsque vous choisissez votre décoration. Alors, 3 idées reçues assez courantes que j'observe. Si je dois citer la première, ce serait effectivement de comparer la décoration éco-responsable, en tout cas d'associer la décoration éco-responsable à une décoration de bois, de pièces en céramique artisanale, avec des couleurs plutôt terreuses et dans un style minimaliste. Finalement, la décoration éco-responsable est souvent associée à un style de décoration, ce qui est évidemment assez faux. Donc, ce qu'il faut se remettre vraiment en tête, c'est que ce n'est pas un style. Et aujourd'hui, la décoration éco-responsable offre vraiment tout un tas de solutions, à la fois pour tout un tas de budgets différents et à la fois pour tout un tas de styles et de goûts différents. Après, si je dois critiquer aussi un petit peu cette idée reçue, il y a aussi le fait évidemment que il y a bien plein d'autres options que le bois pour un intérieur éco-responsable, si on se penche un petit peu sur le cas de la céramique par exemple, ça consomme de l'énergie grise assez importante, donc on peut le discuter également, et enfin que le minimalisme, lui non plus, n'est pas un style. Aujourd'hui, on a aussi un peu cette idée que être minimaliste, c'est vivre dans un intérieur avec 2-3 babioles, mais rien qui traîne, et voir quelque chose d'assez épuré, voire parfois presque un petit peu austère. Aujourd'hui, ce que je veux dire aussi, c'est que on peut être minimaliste et avoir un certain nombre d'objets. L'idée du minimalisme, c'est vraiment de n'avoir que ce qui est important et ce dont on a besoin, émotionnellement parlant, y compris. Donc voilà, le minimalisme, ce n'est pas que des intérieurs épurés à l'extrême. L'idée reçue numéro 2 que j'observe assez souvent, c'est que donc la décoration écologique, c'est laid et ou réservé à un style un peu nature récup, kinfolk ou vintage. Ce sont évidemment des possibilités, mais aujourd'hui, il existe vraiment pléthore de marques qui proposent des solutions dans des styles très divers. Donc on a là par exemple Riab qui propose en fait des plaques de plastique recyclé, ici utilisées en crédence. Donc c'est un matériau qui est fabriqué en France et qui peut donc être découpé et être utilisé finalement un peu comme un carrelage. On a Doransou qui est une marque de linge de maison qui propose des matières donc il y a soit
des parures de lit en lin, soit en lin mélangé à du coton bio. Le tout est vraiment éco-conçu de A à Z et il limite aussi l'utilisation d'après, par exemple. On a la Lune Décoration qui propose des luminaires avec du bois, des réemplois tournés en France et donc en haut ce sera de la ficelle. Donc tout est fabriqué artisanalement là aussi en France. On a aussi L'Or Mérieux qui propose du papier peint par exemple donc fabriqué en France, imprimé à la demande avec des encres sans COV. On a aussi Saudade qui propose des tapis donc avec du coton réutilisé qui vient de l'industrie de la mode au Portugal, qui d'habitude est jeté, mais qui est là réutilisé pour fabriquer des tapis qui sont eux fabriqués artisanalement au Portugal. Voilà, donc là on a juste un échantillon en fait de tout un tas de solutions qui existent aujourd'hui et qui peuvent convenir aussi à des modes de vie modernes, ou en tout cas à tout un tas de styles différents, quels que soient vos goûts. D'ailleurs, dans la formation, il y a aujourd'hui une base de données qui rassemble 800 marques de décoration de mobilier éco-responsable. Donc, ça donne un petit peu aussi l'ampleur, en fait, de la quantité de marques et de solutions qui existent aujourd'hui pour répondre aux différents goûts de tout un chacun. Une autre idée reçue assez courante, c'est que la décoration écologique, c'est forcément plus cher. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, à qualité similaire, il est assez difficile. Ce n'est pas toujours vrai, disons. C'est-à-dire que si on compare un meuble, par exemple, éco-responsable à un meuble haut de gamme, ou même moyen de gamme, très souvent, on est sur des prix assez similaires. Donc forcément, si on compare un meuble de fast déco à un meuble qui est bien fait, là, forcément, il y a un décalage de prix, puisqu'il y a un coût à la main-d'œuvre, il y a un coût aux matériaux de qualité, qu'on retrouve aussi dans le moyen de gamme et haut de gamme. A contrario, il y a aussi des produits qui sont très mal faits et qui sont vendus très cher. Donc là aussi, ça permet de remettre un petit peu de contraste. En termes de réemploi aussi, on trouve tout un tas de solutions qui aujourd'hui permettent d'accéder à des choses qui sont à la fois éco-responsables et nettement moins chères que du neuf. Et enfin, je voudrais souligner l'idée de changer de paradigme, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de coût d'achat, mais on en oublie le coût d'usage. Le coût d'usage, c'est quoi? Le coût d'usage, c'est quand en fait, on fait le ratio du prix que l'on achète sur la durée de vie du produit. Donc effectivement, si vous achetez une table par exemple de fast déco et qu'elle dure 15 ans, l'idée c'est de diviser son prix par le nombre d'années, donc par 15 ans. Si vous achetez à contrario une table faite en bois local, artisanal, par un artisan de chez vous, qu'elle vous coûte un certain prix et que vous le divisez par peut-être 50 ans, au moins, ça pourrait même durer plus longtemps, il est très fort probable que le coût d'usage, on va dire mensuel ou annuel, d'une table faite par un artisan et bien faite, soit bien moindre en fait qu'une table de fast déco qui ne durera que 15 ans. Donc ça, c'est aussi un changement de conception du coût des choses qui est à prendre en compte. Et qui s'inscrit donc dans une vision long terme. Alors maintenant, qu'est-ce que la décoration éco-responsable ? On lui donne de nombreux termes, et avant d'aller sur la définition, j'aimerais vous parler un peu du contexte de la décoration éco-responsable. Aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité et il y a des études qui le prouvent, notamment l'étude NZC Rénovation qui a analysé le cycle de vie de 7 projets de rénovation en France et qui, dans son rapport, alors ne donne pas de chiffres très précis, mais indique quand même qu'il y a vraiment un impact conséquent des lots chauffage, ventilation, climatisation, électricité, plomberie, mais aussi des finitions et cloisonnements dans les projets de rénovation. Donc malgré qu'ils soient un petit peu mis de côté aujourd'hui quand on parle de rénovation écologique, ils ont pourtant un poids d'un point de vue environnemental qui est important et que de plus en plus d'études commencent à mettre en avant. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le réemploi est de plus en plus au cœur des projets, notamment gouvernementaux. Il y a quelque temps, j'étais aux premières rencontres franciliennes du réemploi. Et donc voilà, c'était une des premières rencontres et l'idée c'était vraiment de créer des synergies, de fédérer et d'impulser un peu cette démarche de réemploi au sein de tout un tas d'acteurs différents en France et de faire un peu mieux connaître le sujet. Donc il y a une vraie volonté aujourd'hui de s'axer sur le réemploi. Au niveau, à l'échelle nationale, j'ai envie de dire, on voit aussi de plus en plus de structures de revêtement, par exemple de seconde main, qui sont soutenues aussi par l'État ou par les pouvoirs publics. Et ça a aussi une autre raison finalement, c'est qu'aujourd'hui il y a une raréfaction de certaines matières premières. Donc moi j'ai tendance à croire qu'en fait, peut-être que certains considèrent que c'est un peu à la mode ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on va faire face à une réalité qui est que aujourd'hui certaines matières premières sont de plus en plus difficiles à trouver ou de plus en plus chères. Et donc finalement la solution qui se propose, c'est de se tourner vers le réemploi.
Donc je pense qu'aujourd'hui, le réemploi, c'est vraiment l'avenir. Au-delà d'être une nécessité, c'est aussi une attente. Alors une attente des consommateurs, une attente de la population. Et ça, c'est Nelly Rodi, qui est le bureau de tendance français, qui l'a révélé déjà en 2021 dans une étude dédiée à l'habitat. Et ce qui en ressort, à l'habitat de demain, du coup, ce qui en ressort, c'est effectivement qu'il y a des besoins sur tout ce qui est plutôt créativité, bien-être avec la maison refuge, maison agile quand même avec des choses liées à la modularité, et qui sont aussi liés au fait que les habitats certains vivent dans des habitats qui sont assez réduits, donc il y a un besoin aussi sur toutes ces choses-là, et qui sont finalement toutes les trois des composantes d'un intérieur pertinent, donc ce que appelle maison vertueuse, qui est voilà plutôt centré sur tout ce qui est écologie, autonomie et compagnie. Mais finalement tout ça, ça ne fait qu'un, et c'est à mon sens plusieurs des idées de ce qu'est un intérieur pertinent. Donc voilà, donc il y a une vraie demande, au-delà d'un besoin aujourd'hui, il y a une vraie demande de la part des gens et une vraie envie d'aller vers tout ça. Alors maintenant, quelle définition donner à un intérieur pertinent? Ça a vraiment été une des questions qui m'a suivie depuis 2017, qui était de me dire quels sont les bons termes pour parler de ça, à la fois pour donner envie, parce que c'est aussi très important quand on s'inscrit dans une démarche de vouloir sensibiliser, donner envie aux gens de changer, de faire les choses différemment. Donc il y a plusieurs termes qu'on trouve assez couramment, qui sont décoration écologique, décoration éco-responsable, naturelle, durable. Voilà, il y a tout un tas de termes. Finalement, c'est pas forcément très clair ni très aisé de comprendre ce qu'il y a derrière chacun de ces mots. La plupart sont aussi assez galvaudés et utilisés et détournés par tout un tas d'acteurs. Un terme que moi j'ai choisi d'utiliser en 2018, il avait déjà été utilisé mais n'était pas vraiment très bien défini. En 2018, moi j'ai décidé de lui donner une définition qui justement porte toutes ces valeurs et cette vision globale. En fait, Slow Déco, ça vient du mouvement Slow Food, qui est né dans les années 80 et qui vraiment s'inscrivait dans une vision 360 degrés avec des produits qui soient à la fois écologiques mais aussi sains, au prix juste. Donc voilà, il y a vraiment une vision globale qui était celle qui doit être celle d'une décoration éco-responsable aujourd'hui. Donc moi, j'y avais apposé une définition qui exprimait tout ça. Malheureusement, j'ai arrêté d'utiliser ce terme parce que je trouve que là aussi, il est de plus en plus galvaudé, utilisé à tort et à travers par la presse notamment et par tout un tas d'acteurs qui le réduisent souvent à un style de décoration. Je trouve que c'est assez problématique parce que du coup, on en perd en fait toutes les valeurs, tout le sens initial de ce terme. C'est pour ça que depuis 2022, je parle de design intérieur durable. Je parle aussi d'intérieur pertinent. Et ça, j'emprunte ce terme à Claude Lefrançois qui, lui, l'applique à la rénovation. Parce que c'est vraiment, je trouve que ça donne plus de sens et plus de poids. C'est-à-dire que dans le design intérieur, pour moi, il y a cette vision vraiment globale. Et le fait qu'on ne peut pas s'arrêter notamment qu'à l'objet, mais qu'il faut vraiment avoir une vision globale et durable, qui est un terme que je trouve un peu plus doux et à la fois qui a aussi cette idée de s'inscrire dans le temps, qui me semble aujourd'hui indispensable. Donc si on doit essayer de définir un petit peu cette idée de design durable en quelques phrases, finalement ce serait une vision qui va du design de l'espace, qui contribue à une moindre consommation, notamment électrique, au choix de la déco et du mobilier écologique et sain, en passant par des revêtements qui contribuent au confort thermique et acoustique. Ça, c'est pour donner un petit peu une idée de l'amplitude de tout ce que cela incorpore. Même si toutes les notions ne sont pas incluses dans cette phrase, mais voilà, ça donne vraiment une idée de la vision globale. Alors maintenant, si je parle des 5 piliers d'un intérieur pertinent que j'ai défini, en tout cas. Alors, qu'est-ce que le design d'intérieur durable? Donc, dans un premier temps, le premier pilier, c'est vraiment le besoin. Aujourd'hui, le besoin, c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre un petit peu de côté parce qu'en fait, on a envie d'attaquer directement le chantier, le projet, à rentrer dans la créativité, à imaginer un projet. Et malheureusement, ce pilier-là est un petit peu trop bâclé. J'aime bien cette phrase d'Albert Einstein qui dit « Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. » Je trouve que c'est assez représentatif de ce changement d'habitude peut-être à prendre dans un projet de conception. Établir le besoin et établir un état des lieux est vraiment essentiel pour définir des projets qui soient vraiment pertinents et qui s'inscrivent dans le temps. L'idée, c'est vraiment aussi là de faire du cas par cas et vraiment de créer un habitat qui soit pertinent pour des usagers donnés. Donc, il y a d'abord un état des lieux et des besoins des habitants.
Ça peut passer par de combien de mètres carrés j'ai vraiment besoin avant même l'achat. Quel est le mode de vie et le mode de circulation, quel est le confort thermique ressenti, quel est le confort acoustique ressenti, de combien d'objets et de quels objets j'ai vraiment besoin, donc en faisant du tri, du désencombrement, mais aussi faire un état des lieux finalement sensoriel, comment je me sens dans chacune des pièces et comment je vais me sentir une fois le projet terminé. L'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux de comment on se sent dans le bâti et de quelle façon on souhaite que cela s'améliore. Et alors, si on parle assez souvent des besoins des habitants, on oublie malheureusement parfois le besoin de l'habitat, puisque l'habitat a souvent une histoire, en tout cas il a une structure, il a un corps. L'idée, c'est vraiment de se poser des questions sur quelle est son histoire, quels sont les éléments clés de son architecture, mais aussi quels sont les matériaux de son bâti. On peut aussi se poser les questions de l'orientation du bâti. Les pièces sont-elles aujourd'hui positionnées de telle façon à profiter de l'apport en termes de lumière et de chaleur du soleil, mais aussi quelles sont ses consommations en chauffage et en électricité actuelles. Est-ce qu'elles doivent être améliorées? Tout ça, c'est des vraies questions à se poser en amont même d'un projet de décoration. Parce qu'aujourd'hui, je vois plein de maisons, d'habitats qui ont été entièrement rénovées de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en termes de photos, voilà, ils sont très jolis, ils ont peut-être 1 an, parfois 6 mois. Mais malheureusement, en fait, on se rend compte que c'est des passoires thermiques. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, on vient de faire toute une rénovation intérieure sans tenir compte du bâti et de ses besoins sur sa structure. Et donc, potentiellement, il faudra à l'avenir un petit peu tout casser et tout recommencer. Donc ça, c'est assez dramatique. Donc avant même de se lancer dans un projet de rénovation intérieure et de décoration intérieure, il faut déjà se poser des questions aussi sur la structure du bâti tel qu'il est. Et enfin, si je peux donner un dernier conseil, ce serait de se fixer un objectif, de se donner un objectif, en fait, de le formuler. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision de ce qu'on veut créer. Par exemple, créer un intérieur qui aide à fuir la grisaille de la campagne, enfin en tout cas de la région par exemple. Donc du coup ça va être plutôt dans l'idée de créer un intérieur qui soit plutôt joyeux, festif et coloré. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de mettre en une phrase une vision que l'on souhaite appliquer dans son projet, histoire d'avoir une trame et de savoir où on va et s'éviter de partir un petit peu dans tous les sens. Le deuxième pilier d'un design d'intérieur durable, c'est le bien-être. Là aussi, il est trop souvent délaissé, alors que pourtant, il a toute son importance. Déjà parce qu'il va bien sûr jouer sur notre sensation de bien-être à nous, mais aussi parce qu'il peut avoir des impacts collatéraux, notamment sur notre santé physique, qui, eux, peuvent mener à des impacts environnementaux supplémentaires, à la prise de médicaments, se déplacer pour aller chez le médecin, voire aller à l'hôpital. Enfin, voilà. Donc, il y a plein d'effets connexes qui peuvent aussi en découler. Donc, dans le bien-être, il y a 2 choses, on va dire. Dans un premier temps, la santé mentale, donc effectivement se sentir bien chez soi. Ça peut passer par choisir des couleurs, des matières, des textures qui nous font du bien, et selon l'énergie souhaitée dans un espace donné, c'est-à-dire que en fonction de comment on veut se sentir dans sa salle de bain, dans son espace de bureau, dans un espace plutôt de repos, on va pas forcément utiliser les mêmes couleurs ni les mêmes textures, parce que l'énergie qu'on veut que ça nous renvoie ne sera pas la même. Et alors, autre chose aussi que je tiens à préciser, c'est dans cette idée de bien-être, c'est quelles sont les couleurs, les matières et les textures qui me font du bien vraiment à moi, au-delà des tendances. Parce qu'aujourd'hui, c'est un exercice qui est pas forcément toujours facile à faire, parce qu'en fait, on est tellement influencé par tout ce qui nous entoure, que ce soit par la télé, par les réseaux sociaux, par les médias, que parfois on peut un peu se perdre dans ses goûts, et c'est vraiment très important de se recentrer sur soi et de se dire qu'est-ce qui me fait vraiment du bien à moi. Voilà, donc élément très important d'après moi. Il y a aussi l'idée d'intégrer des éléments qui évoquent la nature, que ce soit du végétal en tant que tel, mais ça peut aussi passer par des formes, des textures, l'aménagement des espaces. Et tout ça, ça a été prouvé aussi scientifiquement, que ce soit en neuroarchitecture ou en biophilie, que tout ça, ça va vraiment nous faire du bien et nous apaiser dans nos intérieurs. Enfin, dans tout ce qui est bien-être, on va aussi pouvoir parler de s'entourer de choses qui font vraiment sens pour soi. Ça rejoint aussi un peu le minimalisme dans l'idée de ne s'entourer que de choses qui font sens pour nous, qui sont importantes pour nous, et d'éviter d'accumuler aussi des choses dont on n'a pas besoin. Il y a un deuxième pilier, effectivement, dans le bien-être qui est plutôt lié du coup là au confort ressenti. Mais en partant de ce confort ressenti, en fait, il va pouvoir avoir des influences sur la santé mentale et ou sur la santé physique à l'avenir.
Donc, c'est des choses qui sont aussi très importantes à capter dès le début et à améliorer dès le début. Ça peut passer par choisir des revêtements et du mobilier qui contribuent au confort thermique. L'idée étant là aussi d'améliorer les consommations de chauffage, par exemple. On va aussi pouvoir faire attention au confort acoustique, élément trop souvent délaissé, mais qui a pourtant toute son importance. Là encore, il y a des études qui montrent que des personnes qui sont soumises à des pollutions de bruit peuvent présenter des troubles de santé, physiques ou mentaux. Donc ça, c'est aussi un élément très important à prendre en compte. Et on va aussi pouvoir, par exemple, optimiser l'apport de lumière naturelle. Là encore, il y a des études qui prouvent que quand on est trop longtemps soumis à des lumières artificielles, il peut y avoir des dérèglements, ne serait-ce qu'au niveau du cycle circadien, et y avoir des effets sur notre santé. Voilà, donc derrière tout ce volet bien-être, qui est souvent un petit peu mis de côté, en se disant oui, c'est pas très grave, parce que c'est pas forcément perceptible au premier abord, en fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites, et il peut y avoir plein d'impacts collatéraux derrière. Donc c'est pour ça que ce pilier-là, il est aussi très important à prendre en compte. Le troisième pilier, c'est celui de la santé. Donc là, c'est plutôt de la santé physique. Et en fait, ce pilier santé physique, il est directement lié au pilier bien-être, puisque là, comme je vous le disais un petit peu, dans tout ce qui est inconfort au niveau du bien-être, il peut y avoir des impacts et des répercussions derrière au niveau de la santé. Donc ça, c'est une première chose. Mais dans le volet santé physique, il y a aussi évidemment tout ce qui est composés organiques volatiles, donc COV, qui peuvent être émis notamment par les peintures, mais aussi par tout un tas de revêtements, par nos meubles, dont certains de ces COV, comme le formaldéhyde, qui est parmi les plus connus, sont parfois cancérogènes. On en trouve aussi dans les canapés, on en trouve dans pas mal de matières synthétiques. Donc là, en fait, il faut faire attention à ce qu'on apporte chez nous, en fait, parce qu'il y a plein d'éléments qui peuvent en contenir. Aujourd'hui, nos intérieurs seraient 5 fois plus pollués que l'air extérieur. Donc c'est assez significatif de tout ce qu'on peut apporter en termes de polluants dans nos intérieurs par les revêtements, le mobilier. Il va y avoir aussi tout ce qui est lié à l'humidité. On parle notamment du syndrome du bâti malsain. Donc là encore, s'il y a des problématiques liées à l'humidité, avant tout projet de décoration de rénovation, bien faire en sorte de résoudre ces problématiques-là, qui peuvent ensuite avoir des répercussions et venir en fait polluer aussi finalement, détruire finalement toute la rénovation intérieure qui aura été faite. Il y a aussi tout ce qui est autour des ondes électromagnétiques. Alors certaines personnes, ils sont plus sensibles, c'est ce qu'on appelle les personnes électrosensibles. Et donc pour s'en couper, on peut par exemple opter pour des rupteurs de champ, pour des câbles particuliers qui vont permettre de se protéger des ondes électromagnétiques. Donc ça, c'est possible par exemple si on refait toute l'électricité. Mais on peut aussi éviter les matières premières synthétiques, par exemple, qui sont plus conductrices de toutes ces ondes électromagnétiques. Le quatrième pilier, ça va être celui du réemploi. Tout simplement parce que le réemploi, comme je le disais un petit peu avant, va permettre de limiter la raréfaction des ressources, l'énergie grise, l'impact carbone, en tout cas qui sont liés au prélèvement des ressources, à leur transformation et à leur transport jusqu'à chez nous. Alors effectivement, il peut y avoir un impact lié au transport de la ressource en réemploi jusqu'à chez nous, mais toutes les étapes autres liées à cette transformation et aux matières premières, elles n'auront pas lieu. Et ça, c'est primordial aujourd'hui. Donc, pour faire la part belle au réemploi dans un projet de design d'intérieur pertinent, la première chose, ça va être d'identifier ce qui peut être conservé in situ, que ce soit en l'état, ou ce qui doit être réparé, ou encore ce qui pourra être décoré ou relooké pour un autre usage ou dans un autre style. L'autre étape serait de vendre, donner ou trier ce qui ne sera pas conservé, tout simplement pour éviter que ces ressources dont vous allez vous séparer ne soient pas jetées en fait dans des filières de tri qui ne leur permettraient pas d'être revalorisées. L'idée aussi dans une démarche de réemploi, alors il y a un petit peu de vision, notamment le design circulaire va constituer à partir vraiment de quelles sont les ressources en réemploi autour de moi et imaginer un projet à partir de ces ressources en réemploi. Alors que la démarche habituelle est plutôt de je dessine un projet et ensuite je vais voir si je trouve les ressources. Moi, ce que j'expérimente en tout cas dans mon projet de rénovation, c'est vraiment une sorte d'aller-retour entre les deux. C'est-à-dire que d'abord, j'imagine par exemple mon projet idéal, tout en restant assez agile sur les solutions possibles.
Ensuite, je vais voir ce qu'il existe en solution de réemploi local, et en fonction de ce que je trouve, en fait, j'adapte petit à petit le projet en fonction des ressources que j'identifie. Donc finalement, c'est un peu une sorte de jeu de ping-pong entre mon projet de rêve et les ressources en réemploi qui sont disponibles autour de moi. Et enfin, en ce qui concerne le réemploi, j'aimerais vraiment inviter à faire preuve de créativité pour réutiliser des solutions existantes. Parce qu'il y a vraiment tout un tas de solutions qui sont possibles, mais aujourd'hui, ce que j'observe souvent, c'est finalement une sorte de manque de créativité peut-être sur certaines possibilités. Et je continue à découvrir encore plein de solutions aujourd'hui parce qu'il y a plein de personnes qui ont beaucoup de créativité et qui partagent notamment sur les réseaux sociaux ou autres les belles idées qu'ils ont eues. Je pense par exemple à un carrelage desquels, au lieu d'enlever le carrelage ou de le changer entièrement, le carrelage peut être laissé et on peut simplement changer les joints et mettre des joints de couleur, histoire d'égayer un petit peu le tout. Voilà, donc il y a plein de petites astuces comme ça qui peuvent permettre en fait de conserver l'existant, de le pimper ou alors de réutiliser de la ressource pour un autre usage, parfois complètement inattendu, mais qui fonctionne super bien. Donc le dernier pilier d'un design intérieur durable, c'est l'éco-conception. Donc l'éco-conception à la fois du produit en lui-même, mais aussi du projet. Donc en ce qui concerne l'éco-conception du produit en lui-même, l'idée c'est vraiment de considérer en fait toutes les étapes du cycle de sa vie. Donc on passe du prélèvement des ressources premières à leur transformation, à la fabrication de l'objet en lui-même, au transport, mais aussi à son utilisation durant sa durée de vie, ce qui consomme de l'électricité, par exemple, à sa réparabilité, et aussi à son tri et à sa fin de vie. Donc c'est vraiment une vision de l'objet selon toutes les étapes de son cycle de vie. Et donc pour ça, donc l'idée c'est de sélectionner, de privilégier des produits qui soient éco-conçus. Et parmi ces produits éco-conçus, il y a à la fois des objets artisanaux, donc qui sont en fait tout simplement bien pensés, parce que pour certains produits, c'est vraiment du bon sens. Donc ça peut être des produits qui sont bien pensés par des artisans ou par des créateurs autour de nous, qui utilisent des matières premières locales, renouvelables, qui sont fabriquées avec le moins d'énergie possible ou avec des énergies renouvelables, qui sont traitées ou décorées avec des vernis et des peintures qui n'émettent pas très peu de COV et qui sont les plus écologiques possibles, et vous qui vous approvisionnez en local et donc diminuer l'impact du transport lié au produit. Donc ça, finalement, c'est le produit le plus pur, entre guillemets, ou avec le moins d'impact, entre guillemets, et le plus lié à une forme de bon sens. Et ensuite, il y a aussi de plus en plus de marques qui proposent des produits éco-conçus. Par contre, derrière éco-conçus, parfois, ça peut être des produits qui sont quand même faits à l'autre bout du monde, simplement pour conserver un prix qui soit accessible au plus grand nombre, entre guillemets. On a essayé d'améliorer toutes les étapes de son cycle de vie pour diminuer son impact global. Pour autant, son impact reste. Il faut aussi avoir en tête que un produit a forcément un impact, quel qu'il soit, à moins qu'il soit vraiment complètement issu du réemploi et qu'il ne consomme aucune énergie. Mais voilà, d'une manière générale, on va dire que tout produit a un impact. Donc ça, à avoir aussi en tête. Et l'idée, c'est aussi vraiment de mettre le curseur en fait entre un produit écologique et votre besoin et votre budget et vos goûts esthétiques. Donc tout ça, c'est une sorte de curseur à trouver pour faire finalement le choix le plus pertinent possible. Puisque, encore une fois, des projets qui seraient éco-conçus mais qui ne seraient pas adaptés à l'usage ou dont vous n'auriez pas besoin, finalement restent des produits qui sont très polluants par rapport à un produit non éco-conçu mais dont vous auriez très besoin, vraiment besoin, si je grossis un petit peu le trait. Donc c'est toujours à mettre au rapport aussi du besoin et du contexte. Ensuite, il y a aussi l'éco-conception à travers le projet, c'est-à-dire dans la gestion du projet en lui-même, pour qu'il soit éco-conçu du début à la fin. Donc ça va être, par exemple, pour chaque pièce, adopter une démarche en tout cas où on va considérer le besoin, le projet de rêve, les ressources dispo locales, comment favoriser le réemploi, travailler avec des artisans locaux, comment gérer un chantier qui soit le plus durable possible, enfin tri et fin de vie des produits inutilisés, des déchets de chantier. Enfin, voilà. Donc finalement, c'est vraiment réfléchir chaque étape de la gestion du projet de la façon la plus durable possible, au-delà du produit en lui-même. Ça peut passer notamment aussi par
réaliser un aménagement intérieur qui limite les consommations énergétiques et d'eau, mais aussi qui optimise l'apport d'énergie du soleil et de la lumière, comme on en a parlé un petit peu plus haut. Et enfin, choisir des isolants, des cloisons, des revêtements éco-conçus et techniquement pertinents pour l'usage qui en est fait. Donc voilà pour les 5 piliers d'un intérieur pertinent, tels que je les ai établis. En tout cas, il y a plein d'autres façons de voir les choses, mais en tout cas, ça permet de montrer les 5 piliers qui me semblent essentiels pour créer un projet qui soit pertinent et qui s'inscrive dans une vision globale. Je vous propose de finir avec, du coup, les quelques greenwashing courants. D'abord, qu'est-ce que le greenwashing? Le greenwashing, en fait, c'est des techniques de marketing ou de communication qui sont utilisées par une marque, par exemple, pour se donner une image verte, pour se donner une image éco-responsable, alors que derrière, ça ne l'est pas forcément. Donc, j'ai sélectionné 3 arguments de greenwashing que je vois, en tout cas qui peuvent être source de greenwashing, que je vois assez couramment. Le premier, c'est le Made in France. Alors, il y a certains produits en Made in France qui sont bien faits, qui sont peut-être 100% fabriqués en France, avec des matières écologiques et bien pensées. Mais je vois que l'argument Made in France est parfois utilisé un petit peu avec abus, puisqu'en fait, le Made in France, dans la définition officielle, donc, que j'ai mis entre guillemets, pour disposer de la mention fabriquée en France, ça ne signifie pas que 100% des étapes de fabrication d'un produit ont été réalisées en France, mais qu'à minima, une partie significative de la fabrication du produit a été réalisée en France. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez... disons que ça manque un petit peu de cadre et de chiffres concrets. Et finalement, quand on creuse un peu, il suffit en fait que le lieu de la dernière transformation substantielle du produit soit réalisé en France. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une des dernières étapes de sa fabrication soit réalisée en France pour qu'on puisse dire que c'est un produit made in France. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que même pour un produit complètement fabriqué en France, se pose la question des matières premières, de leur provenance, de leur éco-responsabilité, mais aussi du mode de fabrication. Puisqu'aujourd'hui, il y a des modes de fabrication qui sont particulièrement énergivores. Donc, quelques exemples imagés qui sont des illustrations que j'avais faites il y a quelques années. Donc là, par exemple, il y a celle du linge de lit, par exemple, qui peut être fabriqué avec du lin. Parce qu'en plus, maintenant, on dit oui, le lin, c'est écolo, donc ça permet aussi de jouer doublement de cet argument. Donc parfois, c'est du lin qui est cultivé, tissé en Chine, qui vient en France. La couture est faite en France, mais in fine, c'est quand même un produit dont les matières premières sont fabriquées en Chine. Il y a aussi l'argument notamment par exemple du bois exotique. Donc là, c'est vraiment encore une fois la problématique des matières premières qui viennent de loin et qui n'ont pas finalement d'apport technique supplémentaire par rapport aux matières premières et aux ressources qu'on peut trouver localement. Mais parce que c'est transformé en France, on va prétendre ça un peu comme un produit qui serait éco-responsable. Une autre appellation, un autre élément de communication que je vois souvent aussi, c'est par exemple fait main avec amour ou voilà, ce genre de choses qui sont plutôt des éléments utilisés par des créateurs. Donc effectivement, c'est très bien de soutenir un créateur et des artisans locaux. C'est clairement pas le sujet ici, mais c'est vraiment ce que je vois chez certaines petites marques, c'est que malgré que ce soit fait en France avec amour, les produits ils viennent de Chine ou d'Asie ou en tout cas de l'autre bout du monde. La qualité, elle est pas forcément au rendez-vous. Et voilà. Donc de là à dire que c'est éco-responsable, tout dépend aussi des priorités de chacun. Mais je pense que c'est un petit peu light. Un second élément de greenwashing que je vois assez souvent, c'est lorsqu'on dit c'est écolo puisque c'est 100% bois FSC. Alors, 100% bois FSC, c'est insuffisant là encore pour parler d'un produit éco-responsable. Puisque déjà FSC garantit que le bois est issu d'une forêt gérée durablement, mais ne garantit en rien que ni le pays de provenance, ni le lieu de transformation du bois. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est aussi que parfois le bois est coupé en France, envoyé par exemple en Asie pour être traité ou pour être transformé, puis revient en France pour que nous puissions l'utiliser. Donc voilà, ce label FSC n'informe pas en tout cas sur
l'itinéraire qui a été fait par le bois, ni de sa provenance de forêt, entre guillemets, ni du lieu de sa transformation. Donc ça, c'est important de le souligner. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a tendance à appeler bois des panneaux de bois agglomérés. Donc ça, c'est aussi assez discutable, puisque dans des panneaux de bois agglomérés, en fait, il y a du bois réduit en sciure, si je grossis un peu le trait, et de la colle. Donc déjà, c'est nettement moins écologique que du bois, ne serait-ce qu'en termes de fin de vie du produit. C'est aussi moins résistant dans le temps, donc moins grande durabilité du produit. Et il y a un certain niveau de colle, et la plupart aujourd'hui des panneaux de bois sont quand même émetteurs de COV, c'est-à-dire nocifs pour notre santé. Je me souviens d'une petite histoire, je me souviens d'un témoignage d'une personne qui venait d'acheter un meuble Ikea, pour ne pas les citer, et qui s'est retrouvée avec des plaques, en tout cas des irritations sur la peau. Elle est allée voir son médecin, et son médecin lui a dit « Ah, mais cherchez pas, c'est ça, c'est sûr. Il y a plein de cas comme ça. » J'ai trouvé ça assez sidérant de savoir qu'en fait, aujourd'hui, nos meubles peuvent vraiment, donc, comme évoqué un petit peu par le passé, mais nos meubles peuvent vraiment avoir un impact direct sur notre santé. Et parfois, ça passe par des irritations, par des petites choses un petit peu anodines, entre guillemets, mais qui peuvent aussi avoir un impact plus long terme. Donc là, il y a aussi l'idée que bois FSC ne garantit pas forcément bois sans danger pour la santé, entre guillemets. Et si je poursuis sur ce volet santé, la notion de FSC ne garantit pas non plus sur de quelle façon le produit est fini. C'est-à-dire quels sont les vernis utilisés, quelles sont les colles, pas les colles, les peintures, par exemple, en tout cas les produits de finition qui sont utilisés. Est-ce qu'ils sont émetteurs de COV ou non? Ça, c'est des informations que l'on n'a pas, par exemple. Enfin, un des derniers arguments de greenwashing que j'observe assez souvent, c'est vraiment l'utilisation du terme de matière naturelle comme finalement un peu la solution d'aménagement intérieur éco-responsable. Se posent les questions de ces matières naturelles, sont-elles saines? Est-ce qu'elles sont renouvelables? Par exemple, on peut notamment mentionner tout ce qui est le marbre, qui aujourd'hui fait aussi l'objet de problématiques et d'un certain marché noir, notamment en Italie. On peut aussi parler du sable, qui est utilisé dans le béton, par exemple. Quel est son transport également, puisqu'il y a des matières qui sont naturelles et qui viennent de l'autre bout du monde, encore une fois. Quel est l'impact de sa transformation? Là encore, on peut donner l'exemple du béton, puisque le béton est fabriqué avec, grosso modo, du sable et du ciment, qui sont naturels, et c'est lors de la transformation, et lors de la cuisson de ces éléments, que se dégagent finalement les éléments qui sont les plus polluants. Donc l'étape de transformation a aussi une vraie importance. Et enfin, est-ce que l'usage est pertinent, encore une fois? Est-ce que la matière naturelle, en tout cas, est techniquement pertinente par rapport à l'usage qui en est fait? Donc là, un petit exemple également que j'ai voulu mettre en avant, qui est assez courant avec le coton, notamment, puisque c'est effectivement une matière première naturelle. Mais quand on se renseigne un petit peu, on se rend compte que, alors par exemple, il y a du travail des enfants en Ouzbékistan. Donc ça c'est aussi un problème d'un point de vue humain. Ensuite, le coton est la plupart du temps, alors c'est pas toujours vrai, mais très souvent, donc il est cultivé, il demande beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides, hors les cotons bio. Ensuite, il doit être ramassé, puis ensuite il est envoyé dans un autre pays pour être peut-être tissé, puis teint. Voilà, donc en fait, il a plein d'étapes différentes qui sont réalisées dans plein de pays différents et qui, in fine, sur tout son cycle de vie, le coton est très consommateur en eau, en énergie, en carburant pour être transporté. Et parfois, les teintures qui sont utilisées, elles, sont loin d'être sans composés organiques volatiles et peuvent s'avérer là aussi toxiques. Moi, je me souviens aussi il y a quelques années, du coup, j'étais un petit peu moins avertie sur le sujet, mais d'avoir acheté du linge de lit dans une marque de fast déco, et ça a senti, mais pendant des semaines et des semaines, une odeur terrible. Et quand j'ai regardé l'étiquette, effectivement, ça avait été fait en Asie. Et je dois dire que c'était assez significatif des produits qui avaient pu être utilisés, en tout cas dans ce produit-là. Donc voilà, donc naturel ne veut pas forcément dire écologique ni sain. Voilà, écoutez, je vous remercie. Merci Pascal pour cet échange.
Merci Nina pour ces explications vraiment intéressantes. Hein. On voit que tu as vraiment creusé le sujet. Tu as parlé à un moment donné d'une base de données de partenaires. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet et éventuellement quels sont les critères de choix de ces marques partenaires? Oui, alors aujourd'hui, on a une base de données en ligne de 800 marques, comme je te le disais. Aujourd'hui, elles sont sélectionnées principalement alors il y a plusieurs critères, mais ça va être notamment, on va les privilégier le plus local possible. Il y a certaines marques qui viennent de l'étranger, mais c'est uniquement quand il y a un élément qui le justifie, c'est-à-dire peut-être qu'il y a effectivement de l'aide au développement, ou quand il y a une technique ou une ressource particulière, en tout cas que l'on ne pourrait pas trouver localement et et à laquelle on ne trouve pas d'alternative finalement. Mais sinon, grosso modo, les marques sont présentées sous l'angle de on aime moins. L'idée étant en fait de mettre surtout de la transparence, parce qu'aujourd'hui, une marque éco-responsable, en tout cas parfaitement éco-responsable, c'est très très rare, et surtout la plupart du temps, elle a certains produits qui sont aboutis, d'autres qui le sont un peu moins. Donc il est aussi assez difficile de faire ça sur une marque. Par contre, dans le projet qu'on a en 2023, ça va être justement d'aller plus sur une base de données de produits, où là on va pouvoir avoir une fiche descriptive par produit, à la fois beaucoup plus détaillée sur ses valeurs écologiques, sur son impact en termes de santé, mais aussi sur sa technicité, puisque l'idée ça va être vraiment de réconcilier finalement un matériau qui soit à la fois écologique et techniquement pertinent, mais aussi des informations sur, par exemple, ses dimensions, ses prix, les lieux de distribution, mais aussi sur est-ce qu'il existe des artisans formés à la pose, parce que ça c'est parfois aussi un problème. Voilà, donc en fait on passe de l'analyse marque, qui est celle qu'on propose aujourd'hui à nos étudiants, plus pour qu'ils aient une base de données finalement de solutions existantes, mais ensuite c'est à eux de faire un peu le travail produit par produit. Et là on va aller plus sur une base de données produit, pour le coup, avec des informations plus détaillées et une architecture de plateforme qui se veut un petit peu plus pédagogique, en expliquant notamment les différents critères techniques qui seront présentés pour chaque produit. Très bien, merci beaucoup Nina pour cette intervention et toutes ces précisions. Merci à vous tous de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle visioconférence sur notre chaîne YouTube Build Green. Merci et à bientôt, au revoir. Merci à toi Pascal.